France Inter. It's morning edition from NPR News. MCT 3點嘅後時 حاليا راديو روزانا بباريس. Produce gente en la radio. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour complexe comme un coup de fil. We're going to have a very important call. You know, we've had calls, but we're getting down to a very critical stage. Voilà, Donald Trump, c'était hier, évidemment. Nous allons avoir un appel très important, dit-il. Nous avons eu des appels, dit-il, mais nous arrivons à un stade critique. Nous voulons en finir avec la question de la Russie et de l'Ukraine. Bonsoir Pierre Askin. Bonsoir Fabienne. Notre éditorialiste géopolitique personnel à France Inter, c'est vous. Le coup de fil, il est terminé maintenant. Il a duré 2 vraies heures, 2 bonnes heures entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et c'est vrai qu'on y a mis un sens énorme en disant, après ce coup de fil, c'est l'avenir de l'Ukraine qui est vraiment quasiment acquis tout double. Est-ce que vraiment c'est comme ça qu'il faut le présenter ? Alors, en partie oui, parce que on a une situation où Volodymyr Zelensky a déjà accepté l'idée d'un cessez-le-feu pendant 30 jours, lors des entretiens à Jeddah avec Marco Rubio, le secrétaire d'État. Et donc, voilà, il y a 2 parties. Si Vladimir Poutine sort de cet entretien en ayant donné son accord à son tour, c'est une première décision qui sera important de décortiquer. Mais surtout, c'est les conditions auxquelles ce cessez-le-feu se fera qui seront importantes. Et toute la question, en fait, c'est pour ça que cet entretien est clé. C'est qu'est-ce que Donald Trump accepte comme concession à Vladimir Poutine pour obtenir son accord ? Et bien sûr, et c'est ça l'équation à 2 inconnus, ce qu'accepte Poutine de ce côté, mais ce que Trump va accepter de concéder aussi du sien. À la fin, qui est le maître du jeu de la diplomatie là-dedans ? Alors, dans la diplomatie, le temps est un des facteurs les plus importants. Et il faut bien dire que le temps, il est plutôt entre les mains de Vladimir Poutine aujourd'hui. Donald Trump a un problème. Il avait annoncé, vous vous souvenez, de manière assez tonitruante, on va régler ça en 24 heures, etc. Bon, les 24 heures sont passées depuis longtemps. Il a reconnu lui-même que c'était plus compliqué, mais il a une obligation de résultat. En tout cas, il se donne une obligation de résultat. Il veut montrer qu'il est le deal maker, qu'il est capable de... D'autant plus que ça tangue à l'intérieur de son pays, voilà. Donc il a besoin d'une victoire extérieure. L'économie n'est pas en ce moment au beau fixe, donc il a besoin de succès à l'extérieur. Poutine, lui, il a engrangé un certain succès en reprenant très largement la poche de Koursk qui était aux mains des Ukrainiens, donc en territoire russe, et ça a été le phénomène marquant des derniers jours sur le terrain militaire. Et il a son économie qui est en mode économie de guerre, donc il est plutôt maître du jeu à l'intérieur, et évidemment, il peut se permettre de jouer la montre avec Donald Trump. Le Kremlin qui qualifie de détaillée et franche la conversation entre Poutine et Trump à l'instant, c'est tout ce qu'ils nous disent. Mais on sait aussi, Pierre Askin, que les buts de guerre, c'était pas ça pour la Russie, c'était d'aller bien plus loin, c'était d'aller jusqu'à Kiev, c'était un pays réellement conquis. Est-ce qu'il lève un point de victoire malgré tout, Vladimir Poutine, ou pas du tout ? Ça dépendra des conditions. La seule vraie question, c'est est-ce que l'Ukraine, après un deal chapeauté par Trump, sera en mesure de survivre dans un avenir prévisible, de manière raisonnable et sécurisée. Si la réponse est oui, c'est une défaite pour Poutine, qui, même s'il engrange des gains territoriaux, et il en aura très certainement, ne sera pas forcément en mesure... S'il arrive à survivre, ça veut dire s'il reste à la tête du pays, c'est ça que vous voulez dire ? S'il reste à la tête du pays, et s'il y a des conditions de sécurité, c'est-à-dire, que l'Ukraine ne soit pas démilitarisée. C'est un point essentiel, parce que on lisait dans la presse américaine de ces 2 derniers jours qu'une des conditions de Poutine, c'était l'arrêt total des livraisons de matériel militaire occidental à l'Ukraine. Si l'Ukraine se retrouve affaiblie, elle est à la merci de la Russie dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand Poutine le voudra. Et l'autre condition, c'était évidemment la présence de troupes européennes. Il y a ce fameux plan franco-britannique de stationner des troupes européennes. Si Poutine maintient son veto sur la présence de ces troupes, ça affaiblit encore l'Ukraine. Donc la question, c'est savoir est-ce que l'Ukraine aura les moyens de sa survie au cours des mois et des années qui viennent. Mais là-dessus, Donald Trump, est-ce qu'il se bat là-dessus ? C'est-à-dire sur la présence ou non de Volodymyr Zelensky, par exemple, est-ce qu'il lâche Volodymyr Zelensky réellement pour Poutine ? Et surtout la démilitarisation, effectivement, est-ce qu'il accepte ça ? Est-ce qu'il l'a dit ouvertement ? Sur Zelensky, plus ou moins, on sent bien qu'il n'a aucune affinité pour Alors ça, c'est ce clair, garçon. C'est clair, et
il exigera, comme il l'a fait et comme Vance l'a fait de son côté, le vice-président, des élections dès que la paix sera revenue en Ukraine sur le front. Je vous le lis, parce qu'on les voit tomber au fur et à mesure. Vladimir Poutine apparemment accepte de suspendre les frappes sur les sites énergétiques pour une durée de 30 jours. C'est ce que rapportent les agences de presse. Sur les sites énergétiques pour une durée de 30 jours. C'est très ténu quand même, cette réponse. C'est très ténu puisque la proposition de 30 jours, elle était aussi sur les airs, c'est-à-dire les frappes de sur missiles, l'ensemble du territoire, sur les villes, etc. Donc là, on est dans une version à minima de l'accord de cessez-le-feu tel qu'il était envisagé. Et on sait aussi que, et ça c'est intéressant, que Donald Trump insistait sur les centrales nucléaires, notamment celle de Zaporizhzhia, qui est un énorme enjeu, c'est la plus grande centrale d'Europe, et avec des arrière-pensées étranges qui sont toujours celles qui accompagnent les gestes, les faits et gestes de Donald Trump. C'est que il a besoin d'électricité pour développer le secteur minier de l'Ukraine. Ça peut sembler dérisoire dans le contexte actuel, mais il a toujours cette arrière-pensée. Cela dit, il faut expliquer aux gens qui nous écoutent Zaporizhzhia, parce que cette centrale électrique est dans une zone qui a été prise par Vladimir Poutine, et c'est pas pour rien effectivement que dans les cartes sur table au départ, Trump disait qu'il fallait parler partage des territoires, des centrales et aussi des différents actifs. Cette centrale de Zaporizhzhia, effectivement, les Russes en ont besoin, les Américains en ont besoin, mais est-ce qu'elle continue à alimenter l'Ukraine pour l'instant ou pas ? Alors pour l'instant, oui, et ce sont des équipes ukrainiennes qui sont aussi à la manœuvre. Il y avait un plan, alors je ne sais pas s'il peut être réactivé aujourd'hui dans ce cadre-là, mais qui était de placer des casques bleus sur la centrale pour neutraliser d'une certaine manière ce site qui est majeur à la fois pour l'énergie, mais aussi évidemment pour la sécurité des populations dans toute cette région. Est-ce que il vous arrive de vous demander, Pierre, si l'ensemble de cette séquence, au fond, était écrite ? Parce qu'elle est assez dingue quand on y pense. Ça commence comme un billard à 3 bandes. Ça commence par une engueulade dans le bureau ovale. Ça, c'est Zelensky, qui, on se souvient très bien de cette scène hallucinante. Et puis un petit peu de caresse dans le dos, puisque, comme vous le disiez, le projet de cessez-le-feu, c'est à Jeddah qu'il se fait, sans la Russie, mais avec l'Ukraine, et on en sort donc avec ce semi-accord. Et puis 3, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque cette fois, c'est avec Vladimir Poutine qu'on discute. Est-ce que donc tout ça vient aussi du côté très erratique de Trump, à votre sens, ou est-ce que, au fond, on est dans un scénario et que ces 3 coups-là sont cousus de fil blanc? Alors, je pense qu'il y a un schéma global qui est pensé, qui est celui, en gros, de trouver un accord quoi qu'il en coûte, pour reprendre une formule célèbre, avec Vladimir Poutine. Et c'est l'objectif numéro 1 de Donald Trump. Après, les modalités, c'est-à-dire cette engueulade dans le bureau ovale, l'arrêt de l'aide militaire, la réconciliation à Jeddah, etc. Je ne pense pas que tout ça était scripté, était écrit d'avance. Ça serait prêté, je pense, une vision un peu trop forte à l'équipe de Donald Trump. Là, je vous le dis en même temps que ça tombe, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les mots de Vladimir Poutine et les centrales. Trump et Poutine, dit-on désormais, sont convenus que le processus de paix devra commencer avec un cessez-le-feu sur les sites énergétiques. Ils veulent tous les deux un cessez-le-feu pour la production d'énergie et les infrastructures. C'est aussi ce que confirme la Maison-Blanche. Oui, mais on voit bien qu'il y a déjà un retrait par rapport à ce qui avait été présenté à Volodymyr Zelensky à Jeddah. Lui a accepté un cessez-le-feu beaucoup plus large que les seuls sites énergétiques. Et donc on voit que là, Poutine a dicté certainement des conditions qui sont un processus par étapes. Et la première étape étant ces sites énergétiques, dont la centrale de Zaporizhzhia. Il reste à voir tous les détails autour, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce processus, est-ce qu'il y a déjà des étapes qui sont franchies, qui sont décidées, et quelles sont les conditions, la conditionnalité de ce processus. C'est là qu'il y a une zone d'ombre absolument colossale, et que, une fois de plus, cette affaire serait très simple si on pouvait faire confiance à Donald Trump.
Et en fait, personne ne fait confiance à Donald Trump parce qu'on ne sait pas quel est réellement son agenda dans cette affaire. Ni en Trump ni en Poutine. Donc, alors en Poutine, on sait qu'on peut pas faire confiance à Poutine, ça on le sait depuis le début, et c'est ce qu'essayait d'ailleurs de dire Volodymyr Zelensky à Trump et Vance dans le bureau ovale, que les cessez-le-feu précédents ont tous été violés, mais on ne peut pas faire confiance à Trump aujourd'hui parce que on ne sait pas quel est réellement son agenda dans cette affaire, jusqu'où il est prêt à faire des concessions à Poutine pour obtenir cet accord. Est-ce que, justement, et dans ce cadre-là, est-ce qu'on se dit que la suite, c'est aussi un rapprochement plus franc entre les États-Unis et la Russie, donc une levée peut-être de certaines sanctions, une reconnaissance de la Crimée par exemple? Est-ce qu'on se dit que ça aussi, ça rentre à l'intérieur du deal potentiellement, et ça peut changer beaucoup de choses? Une partie de levée de sanctions peut changer beaucoup de choses. Bien sûr, et la dimension économique, elle est omniprésente dans l'état d'esprit de Donald Trump, et on a vu ces derniers jours des bruits venant des États-Unis sur des fonds d'investissement qui commençaient à rôder autour des avoirs russes. On voit bien qu'il y a cette toile de fond permanente de l'enjeu économique pour Trump, pour son entourage et pour les milieux d'affaires américains. Et c'est là que Volodymyr Zelensky est évidemment en état de faiblesse, qu'il a cédé, qu'il a accepté ce deal sur les minerais, qui n'est toujours pas signé d'ailleurs, qui a été en partie approuvé à Jeddah, mais qui n'est toujours pas conclu, et qui sera un des éléments de ce puzzle. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens doivent se demander à quelle sauce ils sont en train d'être mangés, parce que quand même, on a les Russes et les Américains qui sont en train de négocier le sort de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas autour de la table, les Européens non plus. Et avec, en plus, cette toile de fond, il y a une photo qui fait le tour de toute la presse aujourd'hui, c'est la photo d'Yalta. C'est-à-dire, les grands se réunissent en 1945 et décident du sort du monde. Et pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, Pierre, et parce que les choses sont en train de tomber encore une fois, ce serait la dernière question, parce que je sais qu'il faut vous laisser partir. Des négociations techniques vont avoir lieu sur un cessez-le-feu maritime en mer Noire, ça c'est ce que dit la Maison-Blanche. Poutine fixe auprès de Trump des conditions à la trêve, notamment la fin du réarmement de l'Ukraine, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et ils conviennent tous les deux de commencer immédiatement au Moyen-Orient des négociations sur l'Ukraine, c'est ce que dit Washington. Donc la Maison-Blanche vante, c'est ce qu'elle dit aussi, l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie, ce qui corrobore effectivement ce que nous disions à l'instant. Il y a forcément quelque chose qui va se passer entre Trump et Poutine de leur côté, et puis les négociations sur l'Ukraine. La clé dans tous ces éléments qu'il faudra regarder de plus près, c'est l'histoire de l'armement de l'Ukraine. C'est-à-dire, est-ce que l'Ukraine aura les moyens de survivre et de résister? Parce que dans le plan européen de défense de l'Ukraine et de garantie de sécurité du cessez-le-feu, il y a un point majeur, c'est que la première ligne de défense de l'Ukraine, c'est l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne est aujourd'hui une armée majeure en Europe, sans doute la plus puissante d'ailleurs, la plus aguerrie certainement, mais elle a besoin d'armes et de munitions. Si elle est aujourd'hui privée de cet approvisionnement dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, elle sera évidemment affaiblie. Et c'est là, je pense, la clé du sérieux ou pas de l'accord qui est en train d'être discuté. Et c'est vrai que c'est Poutine qui fixe, en l'état de ce que nous savons auprès de Trump, les conditions de la trêve, dont la fin du réarmement de l'Ukraine. On ne sait pas si la Maison-Blanche, de son côté, a dit là-dessus, absolument bien sûr. Je signale qu'on nous dit aussi que 175 prisonniers de chaque camp devraient être échangés mercredi. Pierre Aski, merci beaucoup. Merci de votre passage d'un jour dans le monde. La suite, ce soir, c'est une cérémonie de mariage sans chichi mais en kilt. Vous comprendrez pourquoi de plus en plus de couples et des Français notamment se marient au milieu des moutons cornemuse optionnels. Pour aller jusqu'à 19h, Xavier Demany sous les radars. Je vous parle du climat délétère dans une base scientifique en Antarctique. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madon. Bonsoir Franck. Salut Fabienne, bonsoir à tous. Israël a repris les frappes sur Gaza. Toujours la même stratégie pour Netanyahou, la guerre pour se maintenir au pouvoir. Et Caroline au Pays des 27 avec vous, Caroline Gillet. Oui, moi je suis avec Steven Bouchiret qui téléguide nos satellites Galileo, le GPS européen au-dessus de nos têtes. Allez, à tout de suite les amis, restez avec nous. Le tour de la planète continue, il passe par Liverpool avec Jalen Ngona et la chanson s'appelle Just As Long As We're Together. C'est en playlist sur Inter. Together, there
Le reportage est en Écosse ce soir pour un mariage, mais inutile de mettre les petits plats dans les grands. Un truc simple pour la mariée, un kilt pour le marié. Le tour est joué dans la nature, rien qu'à deux, même pas besoin de témoins. Ça s'appelle l'elopement, l'évasion amoureuse en bon français. Et l'Écosse, c'est le lieu choisi par beaucoup de monde, notamment beaucoup de Français. On y va pour le cadre, sublime bien sûr. On y va aussi parce que les mariages en Écosse sont reconnus en France et en Europe, donc c'est pas la peine de repasser devant la mairie en retour. Et puis surtout, tout peut être fait par la poste depuis Londres. Le reste, c'est Thomas Arms qui raconte. Des paysages brumeux, un château en ruine, des étendues vertes et vallonnées, sans personne, juste les mariés. Alexandre et Lorena en ont encore les yeux qui brillent. Ils se sont mariés en octobre 2023. C'était incroyable. C'était particulier, c'était les 80 km/h de vent. Le célébrant, lui, il était en kilt, donc pur écossais. Et on avait aussi un joueur de cornemuse qui nous a suivis le temps de la cérémonie. Et avec tout ça, donc le paysage a coupé le souffle, quoi. Ouais, magnifique, incroyable. Ce moment, vous vous en souviendrez pour toujours. Derrière ces mariages à deux, ces elopements ou fugues amoureuses en bon français, des wedding planners, des organisatrices de mariage et le romantisme écossais. Quand vous prenez des photos en Écosse, vous n'êtes vraiment pas certain d'avoir du soleil. Joe King s'est associé à un couple de photographes pour créer The Elopement Company. C'est ce qui rend ces photos si incroyables, car les jours de pluie, les ciels que vous avez ne ressemblent à rien sur Terre. Ils ont l'air venus d'ailleurs. Et quand il pleut et qu'il y a du brouillard, les montagnes sont magnifiques. Ses clients viennent à 80% des États-Unis, mais aussi d'Australie et d'Europe. Allô ? Gabriel ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Les clients de Gabriel Plasman sont, eux, en majorité français ou francophones. Et toute l'organisation se gère des mois, voire des années en avance, grâce à des visioconférences. Allez, ça va arriver. Alba et Laurent attendent l'automne pour célébrer leur union. Ils ont hâte. Nous partons avec nos 2 enfants dans le plus grand secret, personne n'est au courant. Ils le seront à notre retour. Pour nous, c'est une évidence de se recentrer sur nous 4, sur nous-mêmes. Après, il faut dire que l'elopement, par définition, c'est aussi ça, c'est aussi la fugue amoureuse, c'est le secret. Et du coup, on joue la carte à fond parce que du coup, personne n'est au courant. Même pas nos enfants. On se reconnaît pas dans les codes, dans les obligations sociales inhérentes à cette célébration. Et on s'est dit qu'on veut se marier différemment, comme ça nous convient, à l'extérieur, hors les murs. En 8 ans, Gabriel Plasman a organisé près de 300 de ces escapades romantiques. Je dirais la chose un peu commune, c'est un peu la magie de l'Écosse en fait. C'est-à-dire que les gens ont vraiment, qu'ils soient déjà venus en Écosse ou non, il y a quelque chose qui les attire ici. Et ça, c'est le seul point commun. Il y a des choses comme par exemple Attender et Brevard qui ont fait qu'il y a des gens qui viennent aussi ici. Les rituels celtes tels que le handfasting, la cérémonie des rubans. Autrefois, on organisait sa fuite pour se marier en secret et au plus vite, notamment pour échapper aux unions arrangées. Aujourd'hui, ce qui attire en plus en Écosse, outre les paysages et les traditions, c'est que ce mariage est automatiquement reconnu en France et peut avoir lieu n'importe où. Gabriel Plasman. C'est un des seuls pays au monde où on peut se marier légalement étant étranger non résident au pays. Ce mariage est valable du coup après en France. Et aussi, on peut faire la cérémonie humaniste. Donc, c'est une cérémonie qui permet de se marier où on veut. Donc, on peut se marier en haut d'une montagne, au bord d'un lac. Et c'est reconnu ensuite en France. Du coup, ils ont un certificat de mariage écossais. Et sur le livret de famille sera écrit vraiment la date du mariage et le lieu en Écosse. Et je travaille particulièrement avec un célébrant parce que bien qu'il soit écossais, il sait faire des cérémonies en français. Donc, il vient en kilt avec son accent dans les montagnes et sa bonne humeur. Du coup, on travaille très très souvent ensemble. J'ai maintenant le plaisir de vous déclarer marié et vous prononcer mari. Chez les organisatrices de fugues amoureuses en Écosse, il n'y a plus de place pour 2025, mais il en reste quelques-unes pour 2026. Ben voilà, ça vous laisse le temps de réfléchir, au moins peut-être à la couleur du kilt. Thomas Arms pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demany. C'est d'abord en Birmanie, Xavier, que nous allons. Nouveau rapatriement d'un groupe de travailleurs exploités. Dans des centres de cyberfraude que le régime en place sous la pression chinoise notamment a entrepris de démanteler. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 travailleurs indonésiens qui devaient être renvoyés chez eux. Pour bien comprendre, il faut avoir en tête que ces usines à arnaque ont fleuri en Birmanie depuis le coup d'État il y a 4 ans. Elles emploient des centaines de milliers de personnes attirées à l'origine par la promesse d'un gros salaire
salaire et qui se retrouve à escroquer sous la contrainte des victimes sur Internet dans des conditions comparables à de l'esclavage. Accusée de ne rien faire, la junte au pouvoir a fini par agir contre ces réseaux mafieux, illégaux mais ultra lucratifs. On parle là de milliards de dollars. Plus de 7000 étrangers d'une vingtaine de nationalités au total, dont certains venus d'Afrique, mais surtout une majorité de Chinois, ont déjà retrouvé leur liberté début février. Et puis nous allons dans... Pardon monsieur, nous allons dans l'Antarctique à présent, en ambiance glaciale dans une base scientifique. Oui, une base sud-africaine, on entendait un extrait de la télé sud-africaine. Base située à 150 km à l'intérieur des terres et à plus de 4000 km du Cap, la capitale. Autant vous dire, carrément isolée. Peuplée à cette base actuellement de 10 scientifiques de cette même nationalité, arrivés sur place au mois de décembre et coincés là-bas pour 1 an jusqu'en décembre 2025. Sauf que selon la presse nationale, le climat y est délétère. Dans un email, l'un des membres de l'équipe s'est plaint de l'un de ses collègues qui aurait agressé physiquement un scientifique et menacé de mort un autre. Il évoque un climat de peur et d'intimidation, carrément. Le ministère de tutelle évoque, lui, un différend professionnel à l'origine des tensions. Problème, je le disais, la base est isolée. La première à proximité se trouve à plus de 200 km et la situation météo, avec des tempêtes de glace et des températures très négatives, empêche en général toute traversée. Eh ben, c'est le début d'un très très bon polar. Xavier Demany, merci beaucoup. Vous partez avec le grand Jeff Buckley, sa reprise de Calling You, la chanson du film Bagdad Café. Jeff Buckley, le dieu vivant des reprises. There's a road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just round the bend. I'm calling you to hear me out. I'm calling you. Hot dry wind blows right through me. Your baby is crying and I can't sleep. We all know a change is coming. Oh, coming closer, sweet release. I'm calling you. Don't you hear me? De Calling You par Jeff Buckley sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h48, c'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Кто как обзывается, тот так и называется.
Le 18-20. Franck, plus de 400 morts, c'est le bilan des frappes israéliennes la nuit dernière sur Gaza. Et ce soir, vous nous dites pourquoi Netanyahou a repris la guerre. Il pense d'abord à sa survie politique. Il y a, Fabienne, les raisons officielles de la reprise des frappes sur Gaza. Il faut évidemment en tenir compte. Israël affirme qu'il n'y avait pas d'autre choix. Le Hamas refuse de libérer les derniers otages, une soixantaine dont au moins la moitié seraient morts. Et il représente toujours une menace. L'hypothèse de nouvelles frappes est donc dans l'air depuis des semaines. Les responsables israéliens se disent aussi révoltés par les mises en scène théâtrales de libération d'otages par le Hamas et par les témoignages de captifs qui ont raconté les traitements dégradants subis aux mains du mouvement islamiste palestinien. De son côté, le Hamas demande le respect de l'accord initial de trêve avec Israël. Il dit avoir tenu ses engagements, libérer 25 otages vivants, place désormais à ses yeux à la deuxième phase qui implique un retrait israélien de la bande de Gaza. Mais pour Israël, se retirer, c'est offrir la victoire au Hamas. Les négociations étaient donc dans l'impasse. Et puis, il y a donc les raisons officieuses. La première est d'ordre militaire. L'armée israélienne avait besoin d'une pause. Il lui fallait reconstituer ses stocks de munitions, identifier les nouvelles cibles du Hamas ou de ce qu'il en reste. Des soldats se sont reposés, les équipements sont réparés et pleinement opérationnels. En clair, Israël est prêt à reprendre la guerre. À cela s'ajoute le soutien inconditionnel des États-Unis et de l'administration Trump. De nouvelles armes ont été livrées. Les frappes ont été décidées en accord avec Washington. Pour rappel, Trump a récemment lancé un dernier avertissement au Hamas et menacé les habitants de Gaza. Si vous gardez des otages, vous êtes morts. Mais Netanyahou lui-même a donc d'autres raisons de relancer la guerre. Le Premier ministre israélien tend en fait la main à l'extrême droite. Qui sont les premiers à applaudir ces nouvelles frappes à Gaza? Les responsables de l'extrême droite. Itamar Ben-Gvir d'abord, chef du parti Force Juive, qui annonce son retour dans le gouvernement aujourd'hui. Il l'avait quitté en janvier à l'annonce du cessez-le-feu. Et l'autre dirigeant radical, Bezalel Smotrich, restera bien ministre des Finances. Pour ces deux hommes, arrêter la guerre, c'est capituler. Netanyahou a besoin d'une majorité forte à la Knesset pour voter le budget, sans doute dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le Premier ministre fait face à un procès pour corruption. La guerre lui a permis aujourd'hui d'échapper à une audience. Enfin, il détourne l'attention des médias d'une grave crise politique, le limogeage annoncé dimanche du patron du Shin Bet, la sécurité intérieure, pour sa responsabilité dans les attaques du 7 octobre. Alors cela dit, Franck, Netanyahou est aussi de plus en plus exposé. Oui, le Premier ministre fait le choix de la pression militaire pour obtenir la libération des otages et à terme détruire le Hamas. Une offensive terrestre est même envisagée. Mais Netanyahou prend un risque. Il met à nouveau des otages en danger. Leur famille d'ailleurs s'indigne et d'une manière générale, l'opinion publique veut en finir avec la guerre. D'après les sondages, une large majorité des Israéliens soutiennent un cessez-le-feu pour sauver les otages. La trêve est désormais enterrée, les opérations militaires pourraient durer des jours, des semaines et Gaza compte à nouveau ses morts, bientôt 50 000 d'après le ministère de la Santé du Hamas. Franck Madvon, merci beaucoup et à demain. Le mardi, on pousse les portes de l'Europe et c'est Caroline Gillet au pays des 27. Toc toc toc. France Inter, le 18-20. Et Caroline, vous avez rencontré Steven Bouchired, il travaille pour Galileo, c'est le GPS européen. Oui, qui permet donc la navigation par satellite, c'est-à-dire de connaître sa position avec précision partout dans le monde. Les satellites Galileo sont au-dessus de nos têtes depuis 2016 aux côtés des GPS américains et de leur équivalent russe ou chinois. La European Space Agency, l'ESA, où il travaille donc, envoie aussi dans l'espace des satellites d'observation de la Terre, Copernicus, et bientôt pour nos télécommunications, Iris Square, qui rivalisera, je mets du goût compliqué, avec Starlink, le programme de la compagnie SpaceX d'Elon Musk. Steve Bouchired, donc, il travaille aux Pays-Bas, il se baigne dans la mer du Nord sans combi une fois par semaine, et du lundi au vendredi, il téléguide nos satellites devenus essentiels dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Aujourd'hui, Steven est donc de passage à Paris. On a obtenu l'autorisation de s'installer dans les bureaux de la maison mère de l'ESA, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un grand bâtiment. Dans les vitrines en bas, il y a des mannequins avec des tenues spatiales. C'est follement réjouissant. Puis il faut passer la sécurité, comme toutes les semaines pour cette chronique. Merci. Et je me demande si surexposer un enregistreur au rayon X finira par modifier le son émis. Je négocie comme d'habitude pour garder mon badge en souvenir et le stocker dans mon appartement où je n'ai pas de place. Non, malheureusement.
Il faut que je dise à Steven que quand même, pour arriver jusque-là, j'ai donc utilisé le GPS ou Galileo sur mon téléphone. Et si je suis en retard, c'est que j'ai été induite en erreur. Je me suis retrouvée dans une impasse. Alors, effectivement, les systèmes comme GPS ou Galileo, c'est un système qui permet à des engins équipés de la bonne petite puce électronique et de la bonne antenne de calculer leur position et le temps. D'accord ? Et la partie cartographie et cheminement pour vous emmener d'un point A à un point B, c'est pas du tout Galileo, ce sont des applications qui utilisent cette possibilité de se positionner. Mais voilà, c'est un abus de langage de dire mon GPS m'a fait venir là. C'est une application qui utilise l'information donnée par le GPS et Galileo pour vous proposer un chemin. C'est elle qui s'est trompée, c'est pas le... Et sinon, vous vous amusez beaucoup, je sais pas, quand vous montez dans un taxi, vous dites c'est moi qui ai designé le GPS qui nous permet de nous diriger. Alors déjà, c'est pas évident, c'est super abstrait. Vous avez jamais vu Galileo, non ? Donc j'ai une appli qui me permet de montrer aux gens. Voilà, regardez là. Vous allez voir. Voilà. Là, ce sont tous les satellites de positionnement. Donc là, je vais vous dire, en bleu ciel, c'est le GPS. En bleu foncé, c'est Galileo. En vert, ce sont GLONASS, les Russes, et en orange, les Chinois. Alors, il faut expliquer ce qu'on voit. Donc là, vous avez pris votre téléphone, et c'est un petit peu comme les applications pour voir les étoiles. C'est-à-dire que vous levez votre téléphone, on voit apparaître sur l'image tous les satellites qui sont au-dessus de nos têtes. Voilà. On a 27 satellites opérationnels Galileo en ce moment. Parce qu'ils sont loin, ces satellites sont à 23 000 km d'altitude, donc on ne voit pas à l'œil nu. Et ça ressemble à quoi un satellite ? Imaginez un gros cube, avec de chaque côté des panneaux solaires. Sur la boîte, vous allez trouver des antennes, déjà pour échanger avec les télécommandes et les télémétries, et des antennes aussi pour envoyer le message de navigation, celui qu'on capte avec nos téléphones par exemple. Et voilà, dedans et à l'intérieur de cette boîte, il y a différents équipements électroniques de propulsion aussi, pour pouvoir, le satellite peut faire des manœuvres d'évitement si besoin. Et après, on en fait quoi ? Et après, quand c'est orbite basse, en général, on les brûle dans l'atmosphère. Là, nous, on est trop haut. Donc, on les met sur une orbite dite cimetière. C'est-à-dire, on les recule un peu, on les met sur une orbite cimetière et ils restent en l'air. Et vous êtes beaucoup en train de regarder ce qui se fait du côté d'Elon Musk et chez les rivaux. C'est une véritable course, j'imagine ? Oui, c'est une course. Aujourd'hui, le système Galileo est le plus performant en termes de positionnement. On est 3 fois plus précis que le GPS. Avec un budget nettement inférieur à celui des Américains aussi. Donc, est-ce que vous êtes beaucoup plus intelligent ? Alors, non, je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais allez, disons qu'on a quand même des avantages. On a quand même de très bons ingénieurs en Europe. C'est-à-dire que nous, ça va être long avec nos méthodes de développement, mais on élimine le risque. C'est-à-dire que nous, quand on lance une fusée, je croise les doigts, mais elle n'explose pas. C'est de Elon Musk, elles explosent souvent. C'est une autre façon de faire en fait. Par contre, comme c'est long, c'est cher aussi. Alors le débat aujourd'hui, c'est être plus agile, c'est-à-dire prendre un peu plus de risques. On fait des erreurs, on apprend de ses erreurs, on apprend plus vite et dit plus vite, dit moins cher peut-être aussi. Mais revenons aux questions de stratégie. Dans le contexte géopolitique actuel, j'imagine que les dirigeants européens se félicitent d'avoir Galileo. C'est un système qui nous donne une indépendance vis-à-vis du GPS. Bon, déjà, dans le civil, il y a plein d'applications. Si ça ne marchait pas, ça foutrait un sacré bazar. Après, donc aussi pour les forces armées, avoir un système de positionnement, c'est important. Je ne sais pas si vous avez vu les articles récemment là, sur les avions de chasse F-35 américains, donc qui nécessitent des mises à jour pour fonctionner tous les mois. Si on a un allié, un partenaire qui décide de ne plus nous donner ces mises à jour, l'avion ne peut plus fonctionner. Je sens que ça tiendrait à cœur à Steven de terminer sur une note positive. Et pour une fois, allez, on se fait du bien. Je suis optimiste, il faut passer à l'action. C'est pour ça que je m'engage dans la réserve, que je suis heureux aujourd'hui de travailler sur un projet comme Galileo qui donne à l'Europe une certaine souveraineté, une indépendance, donc la capacité de défendre une vision différente de la liberté d'expression, par exemple. J'en sais une chanson des Malpolis, un groupe toulousain, qui disait qu'aujourd'hui on a le droit de dire ce qu'on pense sans trop penser à ce qu'on dit. Le lien entre Galileo et continuer de penser est assez distant, mais je pense qu'il existe. Voilà. On entend les mouettes vous saluent du Havre. À plus. Voilà, et l'appli pour regarder les satellites au-dessus de nos têtes, elle s'appelle GNSS View. Eh bien écoutez Caroline Gillet, merci beaucoup. À mardi prochain avec des mouettes. Pas très romantique. Si vous voulez. Non, un petit peu.